Bonjour, bonsoir. Merci d'être tous présents, aussi nombreux. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que je n'ai pas tenu parole. J'ai menti. Puisqu'il y a un an, jour pour jour, dans la vidéo de lancement des Deux Rives, j'avais dit, dans un an, nous nous retrouverons dans une salle. Ça sera beaucoup mieux de se voir et c'est beaucoup plus vivant et beaucoup plus humain que par Internet. Je n'ai pas tenu parole. Nous voilà encore une fois sur Internet, mais bon, c'est pas grave, hein, on va faire avec. Donc, ça fait un an, jour pour jour, que les Deux Rives existent. Donc, ce site d'information et d'action sur l'Amérique latine en français, qui visait à produire ou traduire de l'information pour vous tenir au courant, pour donner surtout un autre son de cloche, un autre point de vue sur les événements en Amérique latine. Alors, depuis un an, les Deux Rives, c'est en chiffres 405 articles d'information, 119 articles d'opinion, c'est-à-dire 524 articles qui ont permis de se tenir au courant ou d'avoir ou d'approfondir avec des analyses sur tous les pays du continent. C'est aussi 93 vidéos, des interviews, des analyses, des reportages, puisque nous avons eu la chance de faire des reportages au Venezuela, au Mexique, en Équateur, au Pérou, et évidemment, ceci grâce à la contribution, à votre soutien financier, à vos contributions qui ont permis, nous ont permis de survivre, hein, tout simplement, tout au long de cette année. Donc, la première des choses, c'est finalement vous dire merci, bien évidemment. Et puis, vous demander de continuer l'effort, de faire connaître les Deux Rives et puis surtout de continuer dans les contributions puisque pour que ne s'éteigne pas cet autre son de cloche sur l'Amérique latine si nécessaire pour que vous puissiez vous faire une autre opinion. Alors là, il y a un an qui vient de s'écouler. Pour être tout à fait honnête, j'ai assumé une bonne partie du travail des Deux Rives et c'est un grand défi pour l'année qui s'ouvre de rendre plus collectif cette aventure. Donc, je lance un appel aussi à tous ceux qui sont intéressés par l'Amérique latine à venir collaborer, à venir faire des partenariats pour que cette expérience soit plus collective et puis plus soutenable. Parce que vous avez bien vu que si vous êtes des fidèles lecteurs du site lesdeuxrives.info, quand je pars par exemple 3 semaines au Pérou, les Deux Rives ont tendance à s'éteindre un petit peu. Donc effectivement, c'est un appel que je vous lance aujourd'hui pour l'entrée dans la deuxième année des Deux Rives. Venez participer, on a besoin de monde militant pour continuer à publier, pour continuer à traduire, pour monter des vidéos, pour avoir un meilleur son. Vous avez dû voir que le son généralement n'est pas très bon quand je fais des interviews. Bon, on a besoin de multiples petites fourmis pour construire cette belle fourmilière que sont lesdeuxrives.info. Alors, lesdeuxrives.info, il y a une partie d'information, d'analyse, d'action, mais la philosophie générale, c'est évidemment de rapprocher les deux rives, c'est-à-dire la rive latino-américaine et la rive de la francophonie, parce que au-delà des différences culturelles, au-delà des différences de la structure économique, au-delà de la différence historique, eh bien, il y a énormément de choses qui rapprochent les luttes sociales en Amérique latine et en Europe ou en Occident en général. Et c'est évidemment le thème de cette soirée, de voir qu'est-ce qu'il y a en commun, pourquoi c'est si intéressant d'aller puiser dans les expériences de l'Amérique latine des exemples pour notre quotidien et puis surtout pour notre futur. Donc, je vais passer immédiatement la parole, sans trop m'étendre. Je vais passer la parole directement premier intervenant de ce soir, à Maurice Lemoine. Maurice, qu'est-ce que nous enseigne l'Amérique latine sur notre quotidien, sur nos luttes sociales et sur notre futur? Bien, alors bonsoir. La question, effectivement, tu viens de le rappeler, c'est que nous apporte l'Amérique latine, que nous a apporté l'Amérique latine et les Caraïbes.
Alors, si vous posiez la question à ma sœur Françoise, elle vous répondrait les mojitos. Malgré toute l'affection que j'ai pour ma sœur, on ne peut pas évidemment pas laisser passer ça. On ne peut pas résumer l'apport de l'Amérique latine et de la Caraïbe aux mojitos. Hein. Il y a eu aussi la tequila, il y a le pisco, il y a la guardiente, il y a la cachaça, il y a la caipirinha, il y a le mezcal, il y a la chicha, il y a le guaro. Et puis, plus récemment, il y a eu, alors évidemment, c'est beaucoup moins important, mais venant de Cubains, il y a Soberanados et puis Abdallah, les vaccins cubains contre le Covid. Alors bon, vous savez que chaque fois qu'on évoque Cuba, il y a des histoires d'embargo, donc il y a de fortes chances que les vaccins cubains, ils n'arrivent pas chez nous. Mais cela étant, ils vont évidemment aller beaucoup en Amérique latine, hein, selon la formule « seule l'Amérique latine sauve l'Amérique latine », « solo el pueblo salva el pueblo », « seul le peuple sauve le peuple ». Nous, pour le moment, on n'y aura pas accès et c'est évidemment un problème, en particulier parce qu'entre deux mojitos, ma sœur les attend, parce que soi-disant qu'elle n'a pas confiance en AstraZeneca. Donc voilà. Donc, et puis, alors pour en terminer avec ce chapitre, cette introduction, je rappelle quand même qu'il n'y a pas que l'Amérique latine. Le champagne, c'est nous, le champagne que Romain Migus va nous offrir pour le premier anniversaire des Deux Rives, et que donc, voilà, c'est un échange. Alors, il y a un certain temps de ça. La question, ce n'était pas que peut l'Amérique latine pour l'Europe, c'était que peut l'Europe pour l'Amérique latine. Là, j'ai regardé un petit peu les participants, on se connaît tous plus ou moins, donc je ne vais pas vous faire une intervention savante. Mais vous vous rappelez quand même qu'au début des années 80, l'Amérique latine, pendant le cours des années 80, elle a connu un mouvement important avec la fin des dictatures. Hein, et puis, l'une après l'autre, les dictatures ont cédé à l'époque. Hein, en Équateur, en 1978, au Pérou en 80, Bolivie 82, Argentine 83, Uruguay 84, Brésil 85, Haïti, Baby Doc 86, Chili 89. C'était en même temps la fin des guerres en Amérique centrale, avec la fin des conflits armés au Nicaragua, au Salvador, au Guatemala. Et donc, on parlait des transitions démocratiques. Et les pays d'Amérique latine se tournaient assez spontanément vers la vieille Europe, hein, puisque le sud de l'Europe avait connu lui-même la fin des dictatures au Portugal, en Grèce et en Espagne dans les années 70. Hein. Portugal, ça doit être 70, je ne sais plus, peu importe. Hein. Et donc, l'Europe a été érigée en modèle à l'époque, en symbole. Et par exemple, la constitution portugaise a notamment été une source d'inspiration pour la constitution brésilienne de 1988. Alors, avec le recul, ça c'était la grande période donc, où on attendait tout de l'Europe. L'exemplarité des transitions ibériques, hein, elle est aujourd'hui à les discuter. Elle est mise en cause par les mouvements sociaux. Hein, les critiques mettent en avant ce qu'on va appeler le continuisme, hein, de la dictature espagnole avec la démocratie actuelle. Hein, on a tous noté qu'avant le franquisme, l'Espagne était une république et qu'à la fin du franquisme, elle est ressortie en monarchie et que ça n'a pas changé. Et puis partout, aussi bien en Espagne qu'en Amérique latine, on a eu une absence de justice transitionnelle qui a mené à l'impunité des responsables des dictatures, l'impunité des responsables de la répression, l'absence d'épuration de la police, de l'armée, de la justice, c'est-à-dire en fait une absence de révision en profondeur des structures politiques, sociales et économiques et de leur personnel. Donc, d'une certaine manière, on peut dire que ces sorties de dictature ont débouché sur des régimes démo-libéraux, hein, au sens de néo-libéralisme. Et puis, le vent a tourné et effectivement, d'un seul coup, on s'est non plus demandé ce que l'Europe allait apporter à l'Amérique latine, mais au contraire, ce que l'Amérique latine apporte à l'Europe. Parce que, bon, là, c'est pas la peine, on va pas refaire ça, toute l'histoire de l'Amérique latine récente, mais sont arrivés au pouvoir dans des contextes, chacun dans son contexte, des gouvernements post-néolibéraux, hein, avec le Venezuela, le Brésil, l'Équateur, le Nicaragua, la Bolivie. Vous connaissez tous l'histoire, là, on est quasiment entre spécialistes, j'allais dire. Chacun de ces processus avec ses avancées, chacun de ces processus avec ses reculs, avec ses difficultés.
chacun avec l'hostilité des pouvoirs dominants, dont l'Union européenne, hein, derrière les États-Unis. Et d'une certaine manière, ce que l'Amérique latine pourrait apporter à l'Europe, c'est une certaine lucidité. Hein, c'est-à-dire que d'une certaine manière, elle nous oblige, je crois, à sortir d'une espèce de romantisme dans lequel on s'imagine qu'on fait la révolution et puis que tout baigne, hein, tout se passe facilement, alors qu'en réalité, si on prend l'histoire récente de l'Amérique latine, on voit que c'est plein de difficultés. Et là, pour le coup, l'Amérique latine peut nous apporter beaucoup sur leur expérience récente, puisque si un jour nous devions, là je parle pas forcément d'un futur proche, mais si nous devions passer dans un régime post-néolibéral, on serait sans doute confronté aux mêmes difficultés. Et c'est vrai qu'on l'a souvent oublié, mais l'un des premiers messages que pourrait nous passer l'Amérique latine, il a déjà été émis depuis longtemps. Hein. Il a été émis en 2010 dans un discours aux étudiants par Fidel Castro, hein, qui a dit aux étudiants, donc novembre 2010, « J'ai tiré une conclusion au bout de bien des années. Parmi les nombreuses erreurs que nous avons tous commises, la plus grosse a été de croire que quelqu'un savait ce qu'était le socialisme ou comment on fait le socialisme. » Bon, voilà, ça c'est Fidel Castro. Puis un peu plus tard ou un peu avant, je ne me souviens plus la date, lors d'un congrès international qui se tenait à Cuba, pareil, il y avait un délégué latino-américain qui était dithyrambique à la tribune en disant « Et maintenant, dans notre pays, nous devons tous faire comme Cuba et Fidel Castro. » Et Fidel Castro était intervenu en disant « Camarades, non, il ne faut pas faire comme Cuba. Nous n'avons pas fait la révolution que nous voulions faire. Nous avons fait la révolution dans les conditions qui nous ont été possibles, dans les conditions qui nous ont été imposées. » De sorte que voilà, ça c'est peut-être la leçon qu'on doit tirer de l'Amérique latine. En gros, si je résume, c'est l'Amérique latine ne doit pas compter uniquement sur l'Europe pour savoir ce qu'elle doit faire, et l'Europe ne peut pas compter uniquement sur l'Amérique latine. En fait, ce qu'il faut établir entre nous, c'est un dialogue permanent, un échange d'expériences qui manque manifestement, en tout cas dans les classes politiques. Alors, on est là pour l'anniversaire des deux rives. C'est pareil, j'hésite un petit peu parce qu'on se connaît tellement et parfois j'ai le sentiment de toujours raconter un peu la même chose et que vous devez en avoir marre. Bon, la communication, je veux dire l'information, c'est le cœur de notre sujet. Alors, je vais aborder deux thèmes qui me sont chers parce qu'ils sont épineux, parce qu'ils sont compliqués, parce qu'on a du mal à les appréhender. Hein. C'est par exemple les ONG. Bon. Là, le 28 juin, donc là on est quoi, on est début juillet, le 28 juin, vous avez 123 ONG vénézuéliennes qui dénoncent un projet de loi actuellement débattu au Parlement vénézuélien sur les villes communales. Bon, on ne va pas rentrer dans un débat sur ce que sont le projet des villes communales. Enfin, la question que je me pose quand j'ai vu ça, mais d'où elles sortent ces 123 ONG? C'est quand même hallucinant dans un pays comme le Venezuela, que d'un seul coup, on vous annonce 123 ONG. Alors, ONG, ben, ce n'est pas compliqué. Hein. Il suffit d'avoir un siège social et puis un numéro de téléphone pour exister. Hein. C'est aussi bête que ça, vous n'avez pas forcément besoin de militants. Là, pour nous, il y a un sujet compliqué à aborder parce que dans les années 70-80, là, je vous parle en tant que journaliste, moi, je me suis beaucoup appuyé sur les ONG. Hein, pour dénoncer les dictatures, pour appuyer les mouvements progressistes en Amérique centrale, etc. Il y avait un certain nombre d'ONG et donc on a tous intégré d'une manière assez permanente qu'une ONG c'était forcément progressiste et que c'était forcément de gauche. Bon. Mais ça n'est plus vrai. Alors on pourrait prendre, je ne sais pas si Camille Chalmers est là ou s'il est arrivé ou s'il va nous rejoindre. Oui, il est là, il est avec nous. On pourrait prendre le cas de Haïti, hein, qui est décrit comme la république des ONG, avec des ONG qui se sont substituées à l'État et aux organisations sociales. Et puis, je rappelle une citation de Colin Powell, vous savez, le glorieux Colin Powell, qui, devant l'Assemblée générale des Nations unies, a tendu sa petite fiole d'armes de destruction massive irakienne, qui a déclaré en 2001, Colin Powell, « Aussi sûrement que nos diplomates et nos militaires, les ONG américaines sont dehors, engagés et se sacrifiant sur le front de la liberté. Les ONG sont un tel multiplicateur de force pour nous, une part très importante de notre équipe de combat. » Bon. Évidemment, c'est un combat compliqué parce qu'on s'attaque aussi à des gens qui ont une excellente réputation.
Vous savez qu'en ce moment, on parle beaucoup du Nicaragua. Et là, je vous ressors quelque chose d'un article qu'on vient de publier, à Mémoire des luttes, qui est un concurrent féroce des deux rives. Les principaux acteurs de cette guerre non conventionnelle menée par les États-Unis, c'est l'Agence des États-Unis pour le développement international, l'USAID, la Nouvelle Fondation pour la démocratie, la NED, qui a été créée en 1983 par Reagan pour se substituer à la CIA, hein, dans l'organisation des opérations qui ne sont pas directement armées ou qui ne sont pas directement sur le terrain. Vous avez l'Institut national démocrate, le NDI, l'Institut républicain international, l'IRI, qui dépendent du Congrès américain, du Congrès états-unien, et puis vous avez un certain nombre d'organismes comme Freedom House, comme l'Open Society de George Soros, et puis quelques comparses. Le but de toutes ces organisations, c'est d'infiltrer, c'est de créer, c'est de financer, c'est de former, c'est de contrôler, c'est d'instrumentaliser les institutions de la mythique société civile, hein, dont on ne sait pas ce que c'est, parce qu'après tout, la société civile, c'est un syndicalisme, c'est aussi le patronat. Donc, en réalité, ça ne veut strictement rien dire. Mais on utilise l'ensemble de ces syndicats, partis politiques, institutions académiques, professionnelles, la presse et les ONG pour déstabiliser les gouvernements progressistes. Alors, le cas du Nicaragua, je vais m'arrêter là, mais entre 2010 et 2020, c'est important parce que vous le savez, le Nicaragua, alors quoi qu'on pense d'Ortega, quoi qu'on pense de la nature, de la politique économique, sociale d'Ortega. Mais ce qu'il faut savoir, là, on vient d'avoir une arrestation d'une vingtaine de dirigeants d'opposition qui sont directement liés aux opérations de l'USAID de la NED. Entre 2010 et 2020, l'USAID avait prévu de transférer à la droite nicaraguayenne la somme de 68,4 millions de dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente pour un petit pays de 6,5 millions d'habitants. 68 millions. Nos deux rives, on se rend très bien compte de ce que ça représente. Tout ça pour aider les opposants nicaraguayens et les ONG à discréditer le gouvernement en interne et à l'étranger, parce que les ONG servent à ça. Les ONG, en fait, sont directement connectées sur l'étranger, en particulier un certain nombre sur les gauches européennes, hein. Et puis tout en formant des nouveaux leaders et en créant une masse critique d'opposants. Et puis 2 ans, vous savez qu'en 2018, il y a eu une crise très dure au Nicaragua, il y a eu un soulèvement que le Nicaragua appelle coup d'État, qui n'est pas vraiment un coup d'État, mais un soulèvement insurrectionnel. Et 2 ans avant ce soulèvement spontané de l'opposition, l'USAID avait rajouté 8 millions de dollars, portant le total de sa contribution à 76 millions de dollars. Bon. Donc ça, c'est le problème. Les ONG sont souvent connectées à ce que je vais appeler l'idéologie des droits de l'homme. Alors là, on est une vingtaine, on se connaît tous. Il n'y en a pas un ici parmi ceux qui sont là, qui est pour la torture, qui est pour l'assassinat, qui est pour les exécutions extrajudiciaires, etc., etc. On est tous des défenseurs des droits de l'homme, des droits humains. De la même manière, il n'y en a pas un parmi nous qui n'admet pas qu'y compris chez des gouvernements amis, il peut y avoir des policiers tortionnaires, il peut y avoir des connards dans l'armée, il peut y avoir les mêmes bavures ou les mêmes dérives que partout ailleurs. Mais l'idéologie des droits, ce que j'appelle l'idéologie des droits de l'homme, dépouillée de toute contextualisation, est administrée par des ONG locales, domestiquée à travers les financements de la coopération, ce qu'on appelle la coopération internationale. Hein. Rafael Correa, lorsqu'il était au pouvoir en Équateur, dénonçait, il disait, tous les politiciens qui ont perdu se réfugient dans ces ONG, reçoivent des financements extérieurs et font la politique qu'ils ne peuvent pas faire par les urnes. Et effectivement, on est dans cette situation au Venezuela, on l'a été en Équateur, on l'est au Nicaragua. Si on prend les organisations de défense des droits humains, leur seule défense, c'est les libertés individuelles. Hein. Les droits collectifs, elles les ignorent complètement. Et puis, elles ont aussi besoin, évidemment, de démontrer leurs résultats, et elles démontrent leurs résultats au nombre de fois où leur nom est cité dans la presse et où leur logo apparaît sur les écrans de la télévision. Bon. De sorte qu'effectivement, il y a une connexion directe, hein, entre les ONG et puis les médias, sachant par entendu que ces ONG défendent aussi les causes justes. Lorsqu'Amnesty International lutte contre la peine de mort, on ne peut pas être contre. Bon. Mais quand
au milieu de ces causes parfaitement justifiées, parfaitement justifiables, elle vous colle une politique d'agression totale contre le Venezuela, contre le Nicaragua, contre la Bolivie, etc., évidemment, ça devient un problème. On a donc une connexion directe entre ces ONG, entre les médias, et y compris entre les grandes organisations internationales. Je pense à la, pardon, à la Commission interaméricaine des droits de l'homme, à la Commission des droits de l'homme de l'ONU, dans lequel on a les mêmes luttes d'influence. Moyennant quoi, que se passe-t-il? Ces ONG, elles ont un rôle très important, y compris au sein des médias. On prend là deux exemples tout récents, l'exemple de la Bolivie. Jamais personne n'a accusé pendant son pouvoir, à part les extrémistes de son opposition, Evo Morales, d'être un dictateur. Cela étant, lorsqu'est arrivé ce qu'il faut appeler un coup d'État en Bolivie, donc je crois que je me trompe, en novembre 2019, on a eu une campagne de presse sur le thème. Il ne s'agit pas d'un coup d'État, c'est les erreurs d'Evo Morales. C'est Evo Morales qui a voulu se faire réélire. Il y a eu des fraudes. Bon. L'agence France Presse vous raconte à ce moment-là, j'ouvre les guillemets, sur fond de manifestation qui avait fait 35 morts, police et armée avaient retiré leur soutien à M. Morales. Ce dernier a finalement démissionné avant de prendre le chemin de l'exil au Mexique puis en Argentine. Tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux puisque les 35 morts, ils ont eu lieu après le renversement d'Evo Morales. Mais cette thèse de l'agence France Presse, elle a été diffusée par Le Figaro, l'Obs, Courrier International, Le Point, le site internet du Monde, RFI, Sud-Ouest, Radio-Canada, La Libre Belgique, Le Matin, El Watan en Algérie. C'est-à-dire qu'on a conformé une matrice d'opinion qui fait que tout le monde a considéré qu'en fait le responsable c'était Evo Morales. Et puis il y a quand même de temps en temps des journalistes qui font leur boulot. Et j'aurais tendance à dire que c'est assez surprenant pour nous, qui souvent sommes considérés comme des anti-américains primaires, mais c'est souvent les journalistes américains qui font quand même le boulot, puisque sur cette affaire de cette manipulation de l'information concernant la Bolivie, le Washington Post et le New York Times, qui s'étaient fait l'écho des accusations de fraude portées par l'Organisation des États américains, ont publié une tribune, un article, qui ont reconnu que c'était une erreur et qu'en fait, il y avait eu coup d'État. Alors, je termine là parce qu'on avait dit qu'on serait bref, parce que Romain offre le champagne à la fin du truc. Là. Effectivement, l'information, c'est un point crucial. L'information, c'est un point crucial. Chavez l'avait compris. Chavez l'avait compris en créant Télésourd, qui n'est pas une chaîne parfaite, mais qui a quand même une source d'information particulièrement importante sur l'Amérique latine. Tous les gouvernements progressistes, et c'est là, pour le coup, qu'il faudrait qu'il y ait une vraie discussion entre les gauches latino-américaines et les gauches européennes, parce que la gauche européenne, en réalité, à part quelques exceptions, elle a toujours complètement laissé de côté cette histoire des médias. Parce qu'évidemment, là encore, c'est compliqué. S'attaquer aux médias, c'est comme s'attaquer aux droits de l'homme. Vous vous attaquez aux médias, vous voulez bâillonner l'information. Vous attaquez aux médias, vous voulez censurer l'information. Ce n'est pas ça le problème. Tous ces gouvernements progressistes, Chavez, Rafael Correa, je crois même qu'en Argentine, Cristina Kirchner, avaient fait passer des lois de communication. Alors Romain pourrait nous parler plus de celle de l'Équateur, il connaît bien l'Équateur, dans lequel en gros il y avait une régulation de l'information et non pas un musellement de l'information, dans lequel on considérait, je crois que c'est une expérience qui a été observée dans plusieurs de ces pays, en disant voilà, il faut un tiers de médias privés, donc on ne muselle pas les médias privés, les médias d'opposition, il faut un tiers de médias publics. Avant d'arriver au pouvoir de Correa en Équateur, il n'y avait pas de médias publics, et puis il faut un tiers de médias communautaires. Là, pour le coup, ça vaudrait la peine et avec beaucoup de difficultés pour les mettre en œuvre, parce que évidemment, ce qu'on appelle les médias dominants se sont férocement opposés à ces régulations, y compris en Équateur. Je veux dire, où une banque n'avait pas le droit de posséder un média, enfin bref, etc. Romain va pouvoir développer s'il a envie. Donc là, voilà. Ça peut nous apporter quelque chose de réfléchir conjointement là-dessus. Se pose pour nous, pour l'information, et je ne parle même pas d'une information militante, le pouvoir de qu'est-ce qu'on peut faire pour contrebalancer ces médias, ce bulldozer des médias. Alors, on est là ce soir, vous l'avez remarqué, on n'est pas très nombreux.
Il y a les deux rives, il y en a d'autres, il y a Mémoire des luttes, il y a le Grand Soir, il y a Bolivar Info, Venezuela Info, FAL 33, avec des sites, chacun se bat dans son coin, avec des résultats qui sont d'ailleurs souvent intéressants. Hein. Mais se posent deux questions pour nous tous. Et Romain on a évoqué une, c'est le financement, hein, c'est-à-dire que faire une information de qualité, même quand on veut faire du bon boulot, je veux dire, il faut des financements. Et pour le moment, dans le public, dans les consommateurs, ce n'est pas un mot très sympathique, on a pris l'habitude de tout avoir gratuitement sur Internet, le meilleur et le pire. Donc ça, c'est un problème. Et puis, l'autre difficulté qu'on a, et là, c'est une discussion qu'on peut avoir avec les latinos, mais également entre nous, et elle n'est pas facile, c'est comment arriver à une masse critique. Comment arriver à une masse critique, hein. Je veux dire, quand on fait sur Zoom une réunion où il y a 150 personnes, on est super heureux. Bon, alors, à la fois, c'est bien, et en même temps, quand on est confronté à El País en Espagne, qui tire à 500 000 exemplaires, ABC en Espagne, qui tire à 300 000, qui est repris régulièrement, hein. Quand ABC vous raconte que Diosdado Cabello est un narcotrafiquant, vous avez toute la presse qui reprend derrière. Il tire à 300 000 exemplaires. Quand vous avez Le Monde, qui est diffusion payée de 393 000 exemplaires, Le Figaro 331 000, Les Échos 133 000, La Croix 86 000, Libé 76 000. Alors il y a l'UA, hein, avec, si tu me démentiras si je dis une ânerie, diffusion 2020 37 628. Je veux dire, on n'est pas en force. Donc là, c'est la difficulté auquel on se heurte, c'est la difficulté auquel tentent de répondre, entre autres, les deux rives. Et c'est à la fois un effort et une réflexion qu'on est, parce que pour le moment, on est dans une lutte je sais pas, il y a une expression, mais j'ai oublié, David contre Goliath, quoi. Voilà. Merci Maurice, merci Maurice. Alors je tiens quand même à préciser quelque chose. ABC, le journal espagnol, qui tire effectivement à 400 000 exemplaires, est né en 1903. Donc il a, si je ne fais pas d'erreur de calcul, il a à peu près 119 ans. Les deux rives n'en ont qu'un. Et nous ne désespérons pas d'arriver à l'impact qu'a ABC, en tout cas en Espagne. Bon, blague à part, on va passer au deuxième intervenant, non? On fait un petit saut. On va discuter avec Eduardo Meneses depuis l'Équateur. Maurice, tu parlais de l'Équateur, mais Eduardo connaît encore mieux puisqu'il y vit même en ce moment, non, à Quito. L'Équateur, tous les pays d'Amérique latine ont expérimenté le néolibéralisme bien avant que celui-ci ne déferle en Europe et en France et dans l'Occident en règle générale, non, puisque il y avait encore des résistances. Hein. Thatcher est la première à essayer à mettre en place ce système, mais il avait déjà plusieurs années, notamment au Chili, en Argentine et sous les dictatures. Et finalement, ce système politico-économico-philosophique même produit les mêmes conséquences. Et aujourd'hui, on peut voir aussi en Europe des formes de rébellion, des formes de lutte sociale qu'on avait vu poindre en Amérique latine il y a plusieurs années, voire même des revendications comme par exemple la constituante, le référendum d'initiative citoyen ou d'autres. Et Eduardo, qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que tu penses que l'Amérique latine nous apprend à nous en Europe ou dans le monde occidental en règle générale? Voilà. Pardon, j'avais un petit problème de micro. D'abord, merci Romain pour l'invitation, c'est extrêmement intéressant. Moi, ça fait depuis très longtemps, je n'habite plus en France, j'ai habité pendant très longtemps, ça fait une dizaine d'années que je suis revenu en Équateur et ça fait vraiment du bien d'entendre un peu les perspectives qu'on partage d'un côté et de l'autre de ces deux rives. Et je suis très heureux de vous souhaiter ce premier anniversaire pour les deux rives. Et comme tu dis, j'espère qu'il y aura les 117 années qui manquent pour être à la hauteur de l'impact d'autres journaux. De mon côté, moi, je vais essayer de reprendre une partie de ce qu'a dit Maurice et de ce que tu viens de dire. Je pense que sur cette question du néolibéralisme et la forme politique que ça a pris en Amérique latine, on peut en tirer beaucoup d'enseignements. Je me souviens, quand j'habitais encore en France, il y avait toute une campagne contre ce qu'on appelait le populisme et on essayait de décrédibiliser à travers ce mot tout ce processus qui essayait de politiser et de mettre en évidence une opposition fondamentale entre l'oligarchie et le peuple.
là, je parle de la France, pas de l'Équateur. Je me souviens quand j'étais là-bas. Disons qu'en Équateur, ce processus a été fondamental, comme Maurice l'a bien rappelé dans son rappel historique de ce qui s'est passé en Amérique latine. Moi, je pense qu'un des premiers enseignements qu'on pourrait tirer de ce qui se passe en Amérique latine en faisant le rapprochement avec l'Europe, c'est exactement ça, c'est cette histoire du moment populiste. Très souvent, on utilise ce mot-là pour décrédibiliser nos processus politiques, nos processus émancipateurs, nos processus qui essayent de mettre le doigt sur cette opposition de l'oligarchie face au peuple, de mettre en avant la façon dont l'accumulation de richesses augmente d'année en année, de ce 1% des plus riches, et que je dirais, c'est même plus le 1%, c'est le 0,1% des plus riches qui accumulent de plus en plus de ressources. Et on essaie de décrédibiliser ça en disant c'est du populisme, ce n'est pas dans la politique traditionnelle. Mais en fait, quand on remarque un petit peu, on va un peu dans le fond de l'analyse, on se rend très bien compte que la façon dont le capitalisme a évolué dans le temps moderne, et là c'est peut-être différent en Amérique latine et en Europe, mais les conséquences sont très semblables. Le capitalisme évolue d'une certaine façon à effacer les identités collectives au travail, que ce soit par les délocalisations en Europe, que ce soit par la précarisation. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'ubérisation à travers les nouvelles technologies. Et cette déconstruction des identités collectives au travail mène à une difficulté pour la gauche. Moi, je dirais que c'est une difficulté très semblable de ce qu'on a vécu dans les années 80 face au mouvement syndical et au mouvement de gauche traditionnel qui était affronté une globalisation. On ne savait pas par où l'attaquer. On était très habitué à l'attaquer dans le cadre national. Et face à des nouvelles dynamiques globalisantes, on avait du mal à s'adapter à cette dispute-là. Je pense que ce nouveau mouvement populiste qui découle de cette difficulté à trouver des identités collectives au travail, des identités collectives dans les organisations traditionnelles, des partis traditionnels, on va dire, se traduit dans ce nouveau mouvement populiste. Et croire que c'est que la gauche qui l'utilise, ça serait très naïf. C'est très souvent la gauche ou les mouvements émancipateurs populaires qui sont décriés, qui sont décrédibilisés à travers ce mot-là. Mais si on regarde un peu, l'extrême droite utilise exactement ce mouvement populiste. Si on regarde un peu, les nouvelles droites en Europe l'utilisent quand on voit beaucoup de stratégies de Macron ou des stratégies des stratégies qui sont utilisées à travers des nouveaux médias, des influenceurs et toutes ces nouvelles dynamiques, elles ont pris en compte cette nouvelle dynamique citoyenne diffuse, on va dire. Et je pense que c'est là un des défis principaux et un des enseignements aussi principaux qu'on peut en tirer de l'Amérique latine, c'est comment politiser cette société qui est un peu diffuse en absence de ces identités collectives fortes. Je pense que là-dessus, on a beaucoup de défis. En Amérique latine, on a vu des différents niveaux de cette politisation-là. On pourrait en parler des heures sur les différences entre comment ça a été fait en Argentine, comment ça a été fait en Équateur, comment ça a été fait en Bolivie, en Venezuela. Je pense qu'on pourrait en parler aussi en Espagne, les expériences qu'on a eues, les expériences qui se donnent aussi en France. Et là, il y a un défi fondamental à assumer ce nouveau moment populiste, l'assumer, mais aussi trouver des façons de le politiser. Comme je disais, il y a des politiciens comme Macron qui arrivent à utiliser ce moment-là pour dépolitiser cette citoyenneté diffuse, alors que nous, notre défi, c'est comment on la politise, comment on l'amène vers l'organisation populaire, comment on l'amène vers l'organisation politique. Donc, je pense que ça, c'est un premier point qui est fondamental, parce que très souvent, on retombe dans ce lavage de cerveau médiatique, d'essayer de décrédibiliser ce moment politique. Et c'est fondamental de notre côté de le repolitiser, je pense. Et là, je veux rejoindre ce qu'il disait Maurice par rapport aux médias. Je pense qu'un autre des principaux enseignements qu'on peut prendre de l'Amérique latine, mais lui, il a très bien nommé, c'est cette question de disputer les médias dominants, de les disputer leur influence. Moi, je veux juste rajouter quelque chose à ce qu'il a dit. Moi, en Amérique latine, on parlait très souvent des médias dominants comme le principal parti du néolibéralisme. Les médias dominants, c'est un parti politique qui défend une ligne politique, une idéologie et un programme politique du néolibéralisme. Évidemment, ça ne se fait pas dans le cadre traditionnel des partis, mais c'est justement parce qu'on est dans ce moment difficile d'adaptation de cette citoyenneté diffuse, de cette façon de faire face à la politique que moi j'appelle ce mouvement populiste. Par rapport à, pour répondre un peu à ce questionnement de comment on l'a mené en Équateur,
on a des points très positifs qui peuvent servir, mais aussi on a appris beaucoup d'erreurs. En Équateur, par exemple, sur la question des médias, on avait fait une loi magnifique qui avait été très difficile de mettre en œuvre à cause des oppositions des médias, qui était une division de tous les spectres radiophoniques et télévisuels en 3 parties, 30% public, 30% privé, mais aussi 30% citoyens. J'utilise le mot citoyen, en Équateur, on utilise le mot communautaire, mais je sais qu'il y a un autre temps de politique quand on parle de ça en France, donc j'utilise le mot citoyen pour faire un peu le parallèle. On va dire que cette dispute-là, elle a été fondamentale. Ce n'est pas pour rien qu'une fois que la droite néolibérale est arrivée de nouveau au pouvoir en Équateur, elle commence tout de suite à vendre tous les médias publics qui existent. Les médias publics, en ce moment, ils sont en train d'être démantelés, d'être vendus, que ce soit les chaînes de télévision, que ce soit le journal public, que pendant un moment, elle a servi la droite qui ont été au pouvoir en transition de Lénine Moreno, mais aujourd'hui, ils sont tout simplement en train de les vendre. Ce n'est pas pour rien. Mais en même temps, on a un défi à penser ces nouveaux moyens, ces nouveaux médias citoyens. Comme le mentionnait Maurice, cette question du financement, l'erreur qui a été faite en Équateur, c'est laisser ouvert cet aspect, ce tiers du média citoyen, mais laisser ouvert à des médias, à des financements traditionnels, privés, à travers de la publicité, à travers des moyens de financement qui utilisent aussi les médias privés. Et c'est là où on doit innover, on doit penser d'autres façons, on doit penser des financements. Très possiblement, ils doivent venir même de l'État, mais sans que ça devienne des médias publics. Il y a toutes des innovations à mettre en place sur le mode de financement de ces médias et qui doivent être prises en compte à travers de la répartition de la richesse. Très souvent, je pense qu'on doit avoir le débat de la fiscalité qui doit tout simplement financer ces médias citoyens sans les conditionner nécessairement à être des médias publics. Il y a tout un débat là-dessus, mais je voulais juste mentionner ça. Il y a beaucoup d'autres points qu'on pourrait mentionner. Je pense qu'on peut mentionner aussi la question de l'État. Je vais finir sur celui-là. Je pense que la question de l'État est aussi un débat fondamental qu'on doit avoir dans ces deux rives, dans ce dialogue entre ces deux rives. Je pense qu'il y a une tendance qui se développe très souvent des deux côtés, de critique de l'État, de vouloir, et je ne parle pas juste de la critique néolibérale ou des entreprises transnationales, d'une certaine gauche qui est très réticente à parler de prendre le pouvoir de l'État. Je pense qu'on a tous vu les débats qui se donnent dans les forums sociaux mondiaux, et il y a toute une tendance là-dessus qui est très certainement compliquée, mais que je pense que l'expérience latino-américaine a montré qu'on doit disputer l'État. La prise de l'État est là fondamentalement pour le changement social et les fondamentales. Je pense que là-dessus, on voit actuellement toute une tendance des entreprises transnationales à essayer de renforcer chaque fois plus le démantèlement de l'État. On le voit très clairement à travers tout le discours de corruption qui s'est mis en place en Équateur. Et là, je veux faire ce parallèle avec l'Europe. Toute cette question du lawfare, la guerre à travers de la corruption contre les gouvernements progressistes, on peut très bien la voir d'une certaine façon dans d'autres cas en Europe. On l'a vu en Espagne, on l'a vu dans certains degrés qui commencent à se développer dans certains pays européens. Et là-dessus, la dispute de l'État ne veut pas dire juste la prise de l'État, mais comment on le transforme. Donc, je pense que la transformation de l'État, par exemple en Équateur, c'est une des grandes dettes que le mouvement progressiste a laissé en place. C'est à travers de cette dette-là que toute la persécution contre le mouvement progressiste est mise en place, notamment à travers l'appareil de la justice. Et je pense que là-dessus, on a cette dualité, cette complexité. Prendre l'État est nécessaire, mais quel État on veut construire? Je pense qu'il y a des pistes à avoir du côté du Venezuela, du côté de la Bolivie, qui sont très intéressantes, de comment penser de nouvelles façons du pouvoir de l'État, du pouvoir du public, de la sphère publique. Et je pense que ça, c'est un autre des enseignements qui doit être fondamental dans le dialogue entre nos deux rives. Je veux juste finir par une partie qui me semble qui est très importante, qui est celle des forces de sécurité quand on parle de l'État. On voit en ce moment-là en Colombie, on l'a vu en Équateur, on l'a vu au Chili, les répressions brutales
qu'ont subi les mouvements sociaux, les mouvements politiques d'opposition au néolibéralisme. Et je pense qu'il y a un débat fondamental aussi à trouver un équilibre entre les critiques qui se donnent très souvent dans la gauche, d'une critique radicale de ces forces de sécurité, on va dire. Dans certains moments, on a l'impression qu'on devrait même les supprimer. Mais dans l'expérience latino-américaine, on voit que ce n'est pas le cas. On doit penser aussi une façon de les retransformer. Il ne s'agit pas de supprimer toute force de sécurité. Il s'agit de penser une sécurité citoyenne. Il s'agit de penser une sécurité que demain, il ne va pas se retrouver à emmener ses forces de répression contre le peuple, mais qu'en même temps, on doit assurer des processus politiques et doit assurer de tous les processus de déstabilisation que nous, on a vécu en Amérique latine et où des forces de sécurité, de déstabilisation, de sécurité citoyenne sont fondamentales aussi. Donc là, il y a un débat très intéressant sur les forces de sécurité ou comment mettre en balance ces différentes choses. Non, et c'est sur cela que je vais finir. Parce qu'on est en train de vivre en Amérique latine un moment critique là-dessus, sur cette violence-là. Les tensions sont extrêmement fortes. Vous avez vu sûrement dans tous les médias sociaux la question de la répression en Colombie, qui est juste le point le plus haut de cette brutalité de l'État. Et ça aussi, c'est un défi très grand de nos sociétés, de comment repenser cet aspect-là. Et là-dessus, je vais en finir juste mentionnant que le fait qu'on soit dans ce dialogue entre deux rives, c'est aussi, ça nous pousse à appeler quel est le dialogue entre nos différents processus politiques, la construction de nouvelles intégrations régionales, pas juste géographiques, mais aussi politiques. Comment on crée cette question d'un monde multipolaire alors que les États-Unis sont en train de pousser de plus en plus vers une guerre, vers des processus militaristes alors qu'ils sont menacés par la Chine. Je pense que c'est la dernière des leçons de l'Amérique latine, penser l'intégration régionale, penser les dialogues entre le peuple. Et c'est ce qu'on est en train de faire ici, grâce à vous, dans les deux rives aussi, discuter entre nous, discuter dans les différents coins du monde. Et je pense que c'est le dernier message que je pense que l'Amérique latine peut aussi amener à ce débat-là. Et merci encore une fois pour l'invitation. Merci à toi, Eduardo. Merci beaucoup. Bon, on a eu avec Maurice toute la question des ONG et des médias, donc que l'Amérique latine nous amène comme questionnement. Avec Eduardo, le questionnement sur l'État et comment réformer l'État. Et puis, il y a aussi, je crois, quels sont les acteurs politiques. Là, il vient d'y avoir une élection au Pérou. Le nouveau président Pedro Castillo, donc qui devrait être nommé dans les prochains jours officiellement, s'est appuyé aussi sur toute une série d'organisations non traditionnelles de la politique. C'est-à-dire, ce n'est pas par les syndicats qu'il a réussi à catalyser son vote, ce n'est pas par les mouvements sociaux. Il a été aidé par un parti, mais qui restait un petit parti régional, et on a vu surgir toute une série d'acteurs sociaux, d'acteurs politiques qui ne venaient pas des structures traditionnelles comme les ronderos, c'est-à-dire des structures d'autogouvernement local pour faire face à un État absent, des organisations de maîtres d'école qui avaient d'ailleurs submergé leurs syndicats il y a quelques années, des associations de quartier. Donc, tout ça, on le voit surgir et puis finalement, ça fait un certain écho à ce qui a pu se passer dans certains pays européens. J'ai une pensée en France, évidemment, pour les Gilets jaunes. On va passer au troisième intervenant, Rosa, donc de l'humanité. Qu'est-ce que l'Amérique latine enseigne à l'humanité? Comme c'est toi, on va prendre un peu de hauteur. Merci Romain. Merci. D'abord, merci pour l'invitation. Joyeux anniversaire aux deux rives. Et je voulais aussi te féliciter pour le travail abattu, pour le sérieux des informations et des analyses que tu nous fournis. J'ai eu la chance de partager certains reportages avec toi et je peux témoigner de ton staccanovisme et de ton sérieux au travail. Et je pense certains en doutaient. Merci Rosa. Et je pense aussi à un certain nombre de sujets qui sont totalement délaissés par les médias français. Je pense aux articles remarquables que tu as consacrés par exemple à Haïti,
Et voilà, je voulais t'en remercier parce que je suis une lectrice assidue de tes productions. Je crois que, comme l'a dit Maurice, ce que peut apporter l'Amérique latine à l'Europe, c'est effectivement une certaine lucidité en ce qui concerne les épreuves et les difficultés dont sont forcément tissées toutes les expériences d'émancipation humaine et de transformation sociale. On a beaucoup dit du néolibéralisme de l'Amérique latine qu'elle avait été un laboratoire du néolibéralisme. Je crois qu'elle a été un laboratoire aussi de la façon dont le néolibéralisme a mené une offensive culturelle, pas seulement en termes de logique économique, en termes d'imposition de structure, de destruction de tous les communs, mais je crois que cette dimension culturelle, elle est extrêmement visible en Amérique latine. Il y a évidemment cette question des médias qu'ont évoqué Eduardo et Maurice, mais je crois que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui avec CNews, avec Bolloré, avec Europe 1 et avec la brutalité dont se déploie cette maîtrise des médias par des puissances d'argent, l'Amérique latine en a fait l'expérience tout aussi brutalement avant nous. On pourrait citer aussi, par exemple, le rôle qu'ont pu jouer les églises évangéliques, le développement, enfin l'offensive qui s'est déployée sur ce terrain-là. Et je pense que voilà, il faut qu'on regarde comment s'est forgé, comment le système a imposé une mentalité adaptée au diktat du néolibéralisme. Et on en a parlé par exemple sur le Pérou, la façon dont les années Fujimori n'ont pas seulement transformé le système économique, etc., mais ont vraiment transformé les esprits. Donc je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit sur les médias. Je crois que c'est aussi un laboratoire de nouvelles formes d'organisation sociale et politique avec une façon d'inventer des articulations entre mouvements populaires, mouvements sociaux et processus politiques qu'on a besoin, nous, de regarder ici au regard de la crise politique qui prévaut en Europe et en particulier en France. Et je pense qu'effectivement, ça a été un petit peu... je crois que c'est la condition d'abord de la nécessaire repolitisation dont parlait Eduardo. Et je crois que des expériences comme celle de la Bolivie avec le MAS, qui n'est pas un parti politique traditionnel, mais qui est vraiment une articulation entre des mouvements populaires et un processus politique, doit nous interpeller. Je pense aussi que dans les expériences récentes qui ont fait avancer la cause de l'émancipation humaine, on voit cette articulation-là. Je pense à la victoire extraordinaire qu'ont remporté les Argentines contre le camp réactionnaire, contre l'Église dont l'influence est extrêmement prégnante en Argentine. Et ça a pu se faire vraiment dans une articulation entre un puissant mouvement populaire et une possibilité, une fenêtre politique qui s'est ouverte. Il me semble aussi qu'en fait, ce que nous apprennent ces expériences-là, c'est que dès qu'on est dans un reflux de la participation des peuples, de la participation populaire, on met en danger les expériences d'émancipation humaine et plusieurs épisodes récents nous l'ont montré. Je crois aussi, pour poursuivre un peu le propos d'Eduardo sur le fait qu'il ne suffit pas d'avoir le pouvoir d'État entre les mains, mais on a besoin de le transformer aussi. Il me semble que cette question-là, elle se pose aussi sur le terrain du système productif. Et tous les débats qui sont en train de se développer pardon, en Amérique latine Salut. sur la... Pardon ? Salut. Merci. Tous les débats qui sont en train de se développer sur la question de l'extractivisme, du régime politique qu'il implique, du système politique qu'il implique, ce ne sont pas seulement des débats latino-américains ou sur d'autres terrains là où ça peut se poser. Cette manière de fonctionner, ce système-là, il est lié à une colonialité dont nous, en Europe, nous sommes totalement partie prenante. Et on pourrait s'interroger par-delà même les questions les plus
les plus brûlantes. Je pense par exemple à cette question du lithium qui était au cœur des enjeux du coup d'État en Bolivie. Si demain on remplace les guerres du pétrole par les guerres du lithium dans une perspective de transition écologique, on n'aura pas beaucoup avancé, mais on est sur des modes de consommation en Europe et on est sur un système économique qui est totalement connecté à ce que sont ces logiques extractivistes. Et donc voilà, c'est une réflexion qui doit être absolument la nôtre aussi, cette question du bouleversement de la base productive si on veut faire perdurer des processus de transformation sociale. Il me semble aussi que c'est un laboratoire des stratégies que déploie le capitalisme dans sa configuration néolibérale pour surmonter sa propre crise. Alors avec des destins un peu inégaux, mais quand même, l'expérimentation du retour d'un néolibéralisme ouvertement autoritaire s'appuyant sur des figures ou sur des mouvements politiques fascisants, c'est aussi une question qui nous est posée ici en Europe. C'est-à-dire que Bolsonaro, Agnès, dans une autre mesure, Ivan Duque ou Álvaro Uribe en Colombie, c'est aussi ce que nous annoncent les Orban et puis d'autres figures en Europe, avec le fait que dans cette situation de crise et d'affrontement, l'habillage démocratique ne comptera plus pour ceux qui défendent ce système. Et je crois aussi que dans ces stratégies, dans ces nouvelles stratégies déployées, il faut qu'on s'intéresse aussi beaucoup à la création de mouvements de conservation avec un habillage progressiste, avec un habillage, par exemple, une espèce de vernis écologiste, New Age, etc. Et je pense que l'expérience récente de l'Équateur doit nous pousser à tirer beaucoup d'enseignements là-dessus. Et je ne reviens pas sur ce que Maurice a évoqué sur la question des ONG, mais il me semble que ça prend aussi d'autres formes que les ONG. Voilà quelques idées que je voulais partager avec vous. Eh bien, écoute, elles sont brillantes, tes idées. Je te remercie beaucoup, Rosa. De toute façon, je ne pouvais pas dire moins, vu l'éloge que tu as fait des deux rives et de moi-même en début de ton intervention. C'est la moindre des choses que je renvoie les compliments. Merci beaucoup, Rosa. Donc, c'est Rosa qui est journaliste à l'Humanité. J'ai oublié aussi de présenter l'intervenant qui juste avant. Donc, c'était Eduardo Meneses, donc activiste social en Équateur. Et puis, Maurice Lemoine, je ne le présente plus, tout le monde le connaît. Mais si je devais quand même le présenter, je dirais que c'était journaliste, ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique. Nous allons retourner sur l'autre rive en laissant la parole à Camille Chalmers. Alors Camille Chalmers est économiste, un économiste haïtien, donc en direct d'Haïti. Bonjour Camille, merci d'être avec nous. Bienvenue sur notre rive. Est-ce que tu nous entends ? Est-ce que tu nous entends, Camille? Normalement, oui. Bon, il y a un petit problème technique, sinon, ce n'est pas grave, on va essayer de résoudre ça assez rapidement. En plus, nous avons Rosa sur le… Hop là. Camille, est-ce que tu nous entends? Non, il n'est pas muet. Normalement, le micro fonctionne. Donc, bon, on va peut-être passer du coup le temps de régler ce détail technique. On va passer à Gloria. Donc, Gloria est la présidente de FAL 33, donc 33 pour la Gironde. Gloria connaît aussi très bien l'Amérique latine. Elle a un pied dans chaque rive. Gloria, comment vas-tu? Très bien, merci. Qu'est-ce que nous enseigne l'Amérique latine à nous? Qu'est-ce qu'elle t'enseigne à toi et comment tu pourrais définir ou quels éléments de réponse tu pourrais apporter? Alors moi, je vais parler en tant que présidente de France Amérique latine 33,
donc d'une association de solidarité avec l'Amérique latine qui s'est créée à Paris dans les années 70. Et donc, je vais un petit peu, parce que tout ce qui a été dit, bien sûr, je pourrais reprendre tout ce qui a été dit jusque-là, je vais donner quelques petits exemples et quelques anecdotes intéressantes au vu de comment notre association aussi a évolué, puisque le militantisme en France a beaucoup évolué, et ça, je n'ai pas besoin de vous le dire. Donc, au début, dans les années 70-80, l'association est une association qui, essentiellement, était axée sur faire connaître ce qui se passait en Amérique latine, notamment l'expérience au Chili, et après, dénoncer les dictatures. Et donc, c'était un travail surtout de dénonciation des violations des droits de l'homme. Et nous sommes une association de solidarité, et je trouve que le continent latino-américain, les peuples latino-américains, mais aussi certains pays latino-américains, nous donnent de beaux exemples de solidarité. Je pense par exemple à tout ce qui a été la tricontinentale dans les années 80, dans les années 70, l'intégration des peuples avec les non-alignés et avec le rôle de Cuba qui a été quand même fondamental. Ensuite, dans les années 90, et bien vous l'avez dit, d'autres l'ont dit, hein, on a vu le néolibéralisme s'abattre sur l'Amérique latine. Et là encore, je veux dire que pour nous, c'est intéressant de regarder ce qui s'est passé en Amérique latine. J'avais des amis argentins et 15 ans après, quand on commençait à avoir les mêmes processus en France, ils me disaient « mais ça nous est arrivé il y a 15 ans, mais pourquoi vous vous laissez faire ?» Et c'est vrai que c'était quand même très, très troublant. Dans les années 90, avec ce néolibéralisme en Amérique latine, eh bien, de l'Amérique latine nous est arrivé aussi les zapatistes, en tout cas, nous sont arrivés, ou en tout cas, on a découvert les zapatistes, entre guillemets, je dis découvert, hein, comme Colomb a découvert, entre guillemets, l'Amérique latine. Et donc, ces zapatistes, ils étaient là pour nous dire pour nous rappeler ce qu'était le politique, que le politique, c'était être au service d'eux, hein, c'est le mandar obedeciendo, et ils étaient là pour nous dire qu'il fallait se réveiller. Donc, personnellement, j'ai assisté à la première intergalactique à la Realidad, au Chiapas, et c'était très intéressant de voir que les zapatistes et les communautés indigènes du Mexique, nous invitaient à nous rencontrer, à nous parler, nous, Européens, nous, Occidentaux, qui ne nous parlions pas. Chacun était à l'intérieur de son syndicat ou de son parti, et c'était assez dépitant, je vous l'avoue. Alors, il me semble que ce que le continent latino-américain nous apporte, c'est que si on regarde bien, les zapatistes dans les années 90 et ensuite la prise de pouvoir par les peuples, puisqu'on a vu que dans plusieurs pays, le Venezuela, l'Équateur, la Bolivie, le Brésil, ce sont des gens du peuple qui sont arrivés au pouvoir. Donc, pour arriver au pouvoir, il a fallu que les gens du peuple qui avant votaient pour des gens de l'oligarchie se mettent à voter pour quelqu'un qui les représentait. Eh bien, il me semble que ça, c'est le fruit des luttes et de l'organisation des luttes et de l'articulation des luttes depuis Colomb jusqu'à aujourd'hui. Si on regarde bien toutes les luttes qu'il y a eu en Amérique latine de populations indigènes dans les années 60, en Bolivie par exemple, et aussi, il me semble qu'on oublie souvent l'apport théorique et l'apport de connaissances et l'apport théorique du continent latino-américain. Il faut réfléchir tout à l'heure, je crois que c'est Rosa qui a parlé de colonialisme, de post-colonialisme, et même, on pourrait dire, de décolonialité. Si on regarde un petit peu les intellectuels indigènes de la fin des années 60, ce qu'ils apportent à la réflexion justement sur le colonialisme, sur le post-colonialisme et sur la décolonialité, eh bien, c'est tout à fait intéressant et on a beaucoup à y apprendre. Donc, je vais pas m'étaler parce qu'on veut laisser la place aussi pour les questions. Si on regarde sur le cinéma, puisque nous sommes une association à Bordeaux, nous faisons un festival de cinéma latino-américain depuis 38 ans. En Amérique latine, depuis longtemps, il y a du cinéma communautaire, il y a du cinéma, il y a des cinéastes qui ont formé des paysans, des producteurs, des indigènes à
faire leurs propres images et à devenir réalisateurs et donc à dire je et non pas à être un objet de la réalisation. Enfin, il me semble que le continent américain aussi pose la question du progrès ou du développement et il nous donne une solution, ou en tout cas, il nous donne une autre voie, c'est le vivir bien et vivir bien des indigènes. C'est-à-dire tout ce qui est souveraineté alimentaire et tout ce qui est protection de la planète. Lorsque, aujourd'hui, France-Amérique latine à Bordeaux, on mène des projets solidaires avec des partenaires latino-américains. C'est très enrichissant parce qu'on les construit avec eux. Et je vais vous donner quelques anecdotes parce qu'on aime bien, on fait des voyages où on va sur les projets travailler avec les latino-américains, avec nos partenaires. Et donc, on amène des Français qui ne sont pas forcément des gens au départ qui sont en France-Amérique latine, hein, des Français qui ont envie de voyager en Amérique latine autrement. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que ça nous oblige à nous décentrer parce que ce qu'on voit là-bas, très souvent, nous ici, dans nos associations, etc., on a tendance à attendre les subventions, les ceci, les cela. Les Latino-Américains, ils s'organisent, ils sont solidaires, alors que souvent, il n'y a aucune aide de l'État, ni aucune aide de personne. Mais eux, ils s'organisent. Et par exemple, je me souviens une copine qui était venue à Cuba, un voyage, et au bout de quelques jours de voyage, elle regardait les jeunes qui se promenaient. On était plutôt vers le sud de Cuba, vers l'est de Cuba, pardon. Et elle voyait des jeunes, dedans, il y avait des métis, il y avait des noirs, voilà, il y avait, le peuple cubain est très bariolé, entre guillemets. Et elle regardait ces jeunes, elle me disait, mais tu sais, Gloria, elle me dit, en fait, ça pourrait être les jeunes de mon quartier et mes enfants avec leurs copains. C'est les mêmes, elle me dit. Eh bien, je lui dis, oui, bien sûr que c'est les mêmes. Donc, je trouve que ce qui est intéressant aussi, et ce que ça nous apporte, c'est qu'on arrive, non pas à dire ils sont comme nous, mais quand on les côtoie, quand on est avec eux, on arrive à dire nous sommes comme eux. Et nous avons les mêmes problèmes, et nous avons les mêmes inquiétudes, et nous avons les mêmes revendications. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Ensuite, nous aimons bien, à FAL 33, faire venir nos partenaires en France, c'est-à-dire que nous travaillons avec des partenaires locaux, avec d'autres associations, pas ONG, associations. Et donc, nous faisons venir nos partenaires latino-américains. Et chaque fois qu'ils viennent, nos partenaires français nous disent qu'est-ce que ça fait du bien. Parce que ça nous oblige à pousser les lignes, ça nous oblige à réfléchir autrement. Parce que, justement, on est sur une autre, quelque chose qui est complètement décentré. Et donc, c'est très enrichissant. Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que je pense que peut-être que Camille est là. Et puis après, il faut nous voilà, on va se réserver aussi quelques temps pour quelques questions. Merci, merci Gloria. Oui, effectivement, dans cet échange permanent entre les deux rives, l'échange se fait bien évidemment sur un pied d'égalité. Hein. Il n'y a pas une société meilleure qu'une autre ou quoi que ce soit. Il n'y a pas un seul objectif politique commun, si ce n'est la plus grande somme de bonheur possible, pour parler comme Simon Bolivar. Et effectivement, l'Amérique latine nous enseigne une quantité de choses qu'ils ont mis en pratique il y a déjà 20 ans ou plus, et qui aujourd'hui, on voit pointe dans les revendications des peuples européens, comme la constituante, le RIC. Ça nous permet aussi de questionner la notion de parti politique, de syndicat. Ça nous interroge sur le pouvoir populaire et les organisations de base, la démocratie participative, l'État, comme l'a dit Eduardo, comme l'a touché Eduardo, évidemment les médias, les corps intermédiaires, comme l'a rappelé Maurice. Bon, c'est évidemment un fourmillement. On va essayer de redonner la parole à Camille. Donc Camille est un économiste haïtien et je crois qu'il est déconnecté. Donc, on le voit plus. S'il se reconnecte, bien évidemment, on lui donnera la parole. Alors, juste avant du coup de la donner à vous, la parole, je vais décevoir Maurice et sa sœur car
si j'avais bien prévu une bouteille de champagne l'année dernière pour ceux qui étaient présents à la soirée de lancement des Deux Rives, aujourd'hui, je n'ai pas prévu de champagne, mais je n'ai pas prévu non plus de mojito, je n'ai pas prévu de mezcal, je n'ai pas prévu de tequila, je n'ai pas prévu de guarapita, je n'ai pas prévu de vin argentin, de Malbec, je n'ai pas prévu de cachaça, je n'ai pas prévu de cocouille, je n'ai absolument rien prévu, si ce n'est un petit gâteau pour les 1 an des Deux Rives. Donc voilà, je le partage avec vous et je m'engage cette fois-ci à ce que l'année prochaine, nous faisions les 2 ans des Deux Rives dans une salle pour pouvoir partager tous les alcools qui plaisent à Maurice et à sa sœur et un gros gâteau. Voilà, je vous remercie. On peut passer aux questions. Et bon anniversaire aux Deux Rives. Comment? On souffle tous. Allez, on souffle tous.